Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Eh bien voilà, aujourd'hui on est encore là. Ça fait des jours que je suis là à ce bar. J'attends Ouais. toujours qu'éventuellement un petit verre de jus de fruits me soit servi. Et toujours rien. Toujours rien, Toujours toujours rien. rien. Donc, Patiente. je vais patienter. Alors aujourd'hui, on reste ici au domaine de l'Anglade et là on va faire des zooms extérieurs. On va aller vraiment au bord de la plage. Ça te tente la Ah plage? oui. Surtout que j'y suis passée tout à l'heure, elle est superbe. Voilà. Elle est superbe. Avec toi, on va pas faire des pâtés de plage aujourd'hui, pas de château. Non, non, quoique on pourrait, ça fait partie de l'art, ça fait partie de la créativité, on pourrait. On pourrait. L'art, la créativité. Si. Si, nous on a aussi toute une équipe de créatifs ici. Regarde, générique. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue ici dans la grande émission, au cœur du domaine de l'Anglade, au Lavandou. On vous a dit que l'art était à l'honneur. Alors, si l'art est à l'honneur, c'est quoi le thème du jour? Je suis extrêmement curieux, Christine. Alors, je crois que tu as invité une personne qui travaille dans l'art et qui est peintre, et qui fait de superbes tableaux, qui vit dans quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétisme à outrance. Donc l'idée, c'est de repérer quels sont les thèmes de psy qui pourraient être en lien avec l'art. Mais Donc, l'art-thérapie. L'art-thérapie. Mais tu vois, tu nous fais que des teasings qui nous donnent envie de savoir. Là maintenant, pareil, tu as fait 3 petits points de suspension pour notre invité du jour. Donc tout de suite, on dit, mais qui est l'invité du jour? L'invité du jour, c'est Elisabeth Tollefray. Elisabeth Tollefray tient une maison d'hôte ici, une chambre d'hôte sur le bord d'une plage qui est la plage Saint-Clair, et tout à côté des restants Saint-Clair. Vous allez voir, sa maison a été classée notamment dans le dernier Figaro Magazine parmi les 200 plus belles chambres d'hôtes de France, et seulement 3 ont été sélectionnés dans le Var. Donc on va voir Elisabeth Tollefray avec justement en plus chambre d'hôte référence. C'est pas un label exactement, mais en tout cas c'est une charte qualité justement, et très peu de maisons d'hôtes ont cette charte là. Et ben voilà, on va parler notamment de cela. Donc la villa Thalassa, ben on va accueillir ça. Ça fait très émission France 3 Thalassa d'un seul coup. Hein. Mais c'est à voir, le lieu est à voir. Bon, bonjour Elisabeth, attention au micro qui est sur le siège. Je disais, bonjour. Bonjour. Alors, une maison, alors le paysage est incroyable, ça, Ouais. bon, on va le découvrir par les images, vraiment à flanc de la mer. C'est quoi. vraiment à flanc de mer, à flanc de colline. C'est aussi la particularité de ma villa parce qu'on est niché au fond de la baie de Saint-Clair, à la limite de la garrigue, du massif des Morts, quoi. Et c'est vraiment unique parce qu'on a la tranquillité et c'est formidable. Et une vue magnifique parce qu'on est un peu en hauteur aussi. Alors, si on t'a invité aussi, c'est parce que tu as une chambre d'hôte référence. En fin de compte, le label c'est chambre d'hôte référence. Il n'y a pas d'étoiles comme on a l'habitude de voir. C'est-à-dire d'habitude, pas pour les chambres une d'hôtes. étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Là, il n'y a pas d'étoiles du tout. Non. C'est une garantie de qualité, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. En tout cas, ce label qui est peu connu aussi, parce qu'on a l'habitude d'avoir les fameux gîtes de France ou etc. Et ça, qu'est-ce que c'est exactement cette chambre d'hôte référence? Ça consiste en quoi? C'est pas vraiment une label, enfin un label. La notion entre label et qualification est vraiment très minime. Je veux pas trop rentrer dans les détails. Là, on parle plutôt de qualification, qui est délivrée par la Fédération nationale des offices de tourisme. Pour moi, c'est l'office de tourisme du PACA, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ça respecte vraiment des critères, par contre, des critères de qualité, mais au niveau national. Et j'ai été auditée et j'ai obtenu cette qualification. J'en suis très heureuse. En fin de compte, c'est vraiment c'est un label qui reconnaît la qualité de la prestation. Voilà, l'accueil chez l'habitant par la propriétaire, le petit déjeuner chez l'habitant. Qualité aussi au niveau des prestations dans les chambres,
Et puis la communication aussi avec les clients qui est très importante. Donc tout un ensemble de choses très précises. Mais j'allais dire, finalement, ce lieu, c'est aussi le fait qu'il soit aussi dans un site remarquable qui va aussi apporter peut-être une valorisation. Bien sûr, ça rajoute bien sûr à la qualité de ce que j'offre dans ma maison d'hôte, c'est certain. C'est assez marrant parce que justement, il y a la plage de Saint-Clair qui est tout à côté. C'est-à-dire qu'on descend, c'est quoi? C'est 700 mètres à tout casser? C'est 700 mètres, un petit quart d'heure pour descendre. On suit le chemin de la Fouasse. Il y a une petite passerelle sous la route et après, on se glisse entre les maisons et on arrive sur la plage. Et là, les gens sont épatés parce que c'est une plage paradisiaque, digne des tropiques. Et les gens, souvent, qui ne connaissent pas le Lavandou, ne s'attendent vraiment pas à ça. À trouver ça en France. Alors, ce qui est original, c'est que ce projet, c'était pas du tout attendu. Vous êtes venu là, c'était votre résidence dite plutôt secondaire, familiale, et vous aviez envie de créer un cocon familial pour que vous y ayez tous rendez-vous, vous donniez tous rendez-vous là pour les vacances. Et très vite, c'est devenu votre résidence principale. Tout à fait. Et petit à petit, vous avez créé un petit îlot spécial pour les amis. C'était quoi cet îlot que vous avez créé? C'est très particulier. En fait, on a une roulotte avec un sauna, une roulotte qu'on s'est fait construire pour avoir un sauna, et dans laquelle on peut également, c'est comme une caravane, on peut ici aussi y dormir. Et donc cette roulotte, on l'a partagée d'abord avec nos amis, mes filles surtout, qui adoraient y dormir. Et puis petit à petit, l'idée nous est venue de la partager. Donc on a fait construire à côté des toilettes sèches pour pouvoir avoir quelque chose de confortable et accueillir. Et puis comme ça, l'idée a germé dans mon esprit et tout est parti de là. Et tout est parti, les chambres de la maison sont devenues des chambres d'hôtes aussi, et ainsi de suite. En plus, elle a quelque chose d'assez particulier parce qu'elle est unique, vraiment, cette roulotte. Elle est uniquement faite avec des bois de récupération et tout est uniquement de la récup. Exactement, c'est des artisans élagueurs du nord de la France, de Saint-Amand, qui récupèrent, ils ont tellement de bois en réserve, ils ont commencé à créer des cabanes. Ils ont eu l'idée de faire ces roulottes sur des vieux châssis de ferme récupérés. Et tout est fait à la main, ce n'est que du bois, pratiquement que du bois récupéré. Il y a plein de petites astuces à l'intérieur que vous trouverez nulle part ailleurs. C'est étonnant. Roulotte Habitat. Roulotte Habitat, et de se faire partager avec des amis, c'est devenu l'envie de faire partager à d'autres. Et finalement, à la base, c'était pas du tout un projet, et donc comme quoi le projet... Ouais, c'est marrant comme la vie, parfois, nous réserve des surprises, et les choses évoluent, et les idées nous viennent au fur et à mesure. Bon, en même temps, t'es pas devenu comme ça, je veux dire, c'est pas devenu chambre d'hôte comme ça, tu as suivi une formation aussi après, pour ça. J'ai quand même fait ça de façon professionnelle, je me suis formée, j'ai suivi une formation sur la création des hébergements touristiques. Je voulais vraiment le faire de façon sérieuse. Et puis, il y a eu quelques travaux quand même d'aménagement à la maison pour que ce soit vraiment confortable et au niveau qualité top, quoi. Du genre climatisation, des choses auxquelles on n'a pas besoin sinon forcément quand on est ici en local. Et puis après, il y a eu la création du site internet aussi avant l'ouverture, parce que pour moi, c'était important d'être vraiment prête pour le jour J en 2016. Jour J, depuis, je veux dire, les qualifications et même que ça soit la qualité tourisme aussi, le label qualité tourisme qui est décerné par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a même la Maison d'hôtes de Provence, les maisons d'hôtes de Provence, justement, une association indépendante aussi. Vous en faites partie, vous êtes très peu nombreux en plus là-dessus. Écoutez, en fait, on est peu nombreux parce que ça regroupe uniquement des maisons d'hôtes du Var. Et donc, on est 26 maisons actuellement, qui offrent toutes, par contre, une particularité, un charme particulier. Là aussi, les critères d'adhésion ont été très sélectifs. Et donc, on se regroupe, on s'aide, et puis on essaye d'offrir à nos hôtes une prestation top, quoi, tous du même niveau. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ces maisons d'hôtes de Provence qui ont fait naître cette famille. C'est sur votre charte qualité que s'est appuyée la création des chambres d'hôtes références. C'est vrai, parce qu'en fait, il y a 15 ans, les créateurs de l'association avaient vraiment étudié la charte qualité de façon très poussée. Et ça a aidé au travail pour les offices, la fédération de l'office de tourisme, pour créer cette charte chambre d'hôte référence. Et puis, parmi les plus belles
chambres d'hôtes de France, le magazine Ah oui, là, c'est cette Figaro année, qui vous a sélectionné. Donc, c'était, je ne veux pas dire que c'est la consécration, mais quand même, si, c'est une belle... c'est une belle C'est une visibilité. reconnaissance. Ah oui. Oui, c'est vraiment une reconnaissance. Et puis, ça m'ouvre, ça m'a vraiment ouvert un peu. C'est une belle publicité, quoi. Et donc, chaque année, oui, le Figaro et le Figaro Magazine fait une sélection des chambres, des plus belles chambres d'hôtes en France. Et donc, cette année, j'ai été sélectionnée pour 2018-2019. Ouais. Et dans le Var, il n'y en a eu que 3, je crois. Oui, on est peu nombreux dans le Var cette année. Et je suis la seule en bord de mer. Oui, il y a la Bastide Saint-Julien à La Selle et il y a le château Mentonne à Saint-Antonin-du-Var qui font Oui, aussi. ouais, c'est très beau château, ouais, ouais, et qui fait aussi chambre d'hôte. Ouais. Donc, vous le disiez, proximité de la plage, mais pareil, il y a le label qualité tourisme, on Oui. disait, mais derrière qualité tourisme, si je dis pas de bêtises, c'est aussi, il faut savoir parler plusieurs langues pour cela. Ah ben, il vaut mieux parce que c'est vrai que j'accueille principalement une clientèle étrangère. Ça, il faut le reconnaître. Après, en moyenne, j'ai fait, je dirais que j'accueille 60% sur ma période d'ouverture d'étrangers. Mais sachant que le mois d'août, c'est vraiment la clientèle française qui vient nous visiter. Mais globalement, oui, c'est 70% taux d'occupation par des étrangers, de tout pays. Et l'ouverture va de quand à quand? Alors, du 1er avril au 30 octobre. Voilà. Mais ça y est. Il nous reste encore un week-end. Non, mais pendant que tu enregistres, tu as encore un week-end. Pour le téléspectateur, c'est déjà le 2 novembre. Et il en reste à patienter, tout simplement. Voilà, maintenant je prépare la saison alors. prochaine. L'année prochaine, mais justement, on va faire un zoom. Si on parle de ces langues étrangères et des étrangers, ce qui est pertinent, et on va en parler en deuxième partie, parce que vous organisez une fois l'an des stages de dessin, de peinture, où les gens vont découvrir ce genre de choses. Il y a énormément de gens qui viennent de l'étranger, Oui. de différents coins. Et on fera ce zoom en deuxième partie. D'accord. Et c'est ce lien-là qui a suggéré un peu la thématique d'aujourd'hui, Christine. C'est ça. Et c'est pour ça ta cravate, alors c'était le côté artistique de la... D'accord. Œuvre d'art, voilà, c'est ça. Exactement. Donc effectivement, ce que j'ai pu observer dans votre site, c'est qu'il y avait cet atelier-là artistique et j'ai vu aussi la peintre que vous étiez. Merci. Oui. Donc je trouve que c'est intéressant dans ce qui est mon job à moi de psychothérapeute, de donner un petit peu des thématiques qui sont en lien. Et je trouve qu'il y a une thématique qui est l'art-thérapie, qui est aujourd'hui utilisée de plus en plus, on va dire, pas seulement au niveau de la peinture, mais au niveau du chant, au niveau, alors c'est la musicothérapie souvent, mais au niveau du théâtre, au niveau de la poterie, au niveau des fleurs, enfin, tout ce qui va être l'art et la création, qui va permettre à un moment donné de donner aux gens la possibilité d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leurs sensations, d'exprimer leurs ressentis, d'exprimer leurs souvenirs, d'exprimer leurs histoires. Donc voilà, l'idée c'était d'un petit peu de faire ce lien-là. Mais l'art-thérapie, c'est arrivé d'où? Depuis quand ça existe? On va revenir assez loin parce qu'on va revenir autour de Jung, et qui est un des disciples de Freud, qui lui a commencé à travailler sur ces symboliques-là. Et sur des dessins qu'il a travaillé, avec lesquels il a pu analyser un petit peu les difficultés ou les particularités des gens à exprimer, ou le comment chacun pouvait exprimer. Donc le travail sur l'art et la thérapie et le travail psy autour de l'art a débuté à ce moment-là. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que dans les asiles, alors il y a Wolfli, il a un nom particulier, mais ses peintures se vendent à des millions et des millions aujourd'hui. On les retrouve dans des galeries réputées. Ça a été un des premiers malades mentaux qui a été mis dans une... Enfin, je ne me rappelle pas trop les dates, mais on va dire que c'est dans les années 1960 ou quelque chose comme ça, je crois. Il faudra le rechercher. Ah ben, c'est quand je te dis de faire des petites fiches. J'ai ma fiche, mais je ne vais pas la regarder. Donc, il a fait tout un travail, effectivement, sur ce qui se passait dans sa tête, sur ce qu'était le labyrinthe de sa folie, quoi, quelque chose comme ça, de ses envies, de ses besoins, de ses délires, de tout ce qu'il n'arrivait pas à exprimer avec ses mots, qui était incompréhensible pour les thérapeutes qu'il avait en face. Donc il a commencé à dessiner. C'est devenu de l'art aujourd'hui, et ça se vend à des millions. C'est un des artistes contemporains les mieux vendus. Il fait partie des 10 meilleurs vendus au monde. Ce qui arrive là, ça sera pour une prochaine chronique.
C'était pas pour cette chronique-là, ce sera pour une prochaine chronique. Donc, regardez, on parlera de jardin la prochaine fois. On restera dans l'art. Donc, pour revenir sur l'art-thérapie, pour qui? Pour qui l'art-thérapie? Quels sont les bienfaits et à qui? Est-ce que ça peut être réellement... C'est toutes sortes de patients. Ça peut être quelqu'un qui peut être en dépression, qui a besoin de canaliser une forme d'émotion. Ça peut être les personnes douloureuses. Ça peut être les personnes justement dans une transition de traitement, notamment. Ouais. Ça peut être le cancer ou d'autres choses, etc. Et en fin de compte, l'art-thérapie, c'est surtout une chose qui va détourner l'attention du patient et se concentrer sur quelque chose qui va en plus être quelque chose de concret et de tangible et quelque part qui va lui permettre de mettre en valeur certains gestes, certaines expressions, puisqu'on est souvent dans des périodes de dévalorisation aussi. Alors, c'est un effet cathartique, c'est-à-dire qu'on va utiliser le geste, on va utiliser le corps, on va utiliser toutes les couleurs de la palette de l'art dont la personne aura peut-être, elle, une compétence particulière, hein, mais on se fiche de la qualité. Ce qui va être important, c'est l'énergie, c'est ce qui va être permis à la personne pour pouvoir évacuer et exprimer à sa façon ce que sont ses difficultés, ses incompréhensions, son histoire, son estime ou sa mésestime. C'est ce qui va lui permettre à un moment donné à reprendre le fil. Donc effectivement, au lieu de passer par la parole, parce qu'il ne sait pas ou elle ne sait pas, petit, malade, ça peut être quelqu'un de tout à fait bien dans sa tête et dans sa peau, mais tout le monde n'a pas la capacité de poser des mots, quoi. Je me retrouve souvent dans mon cabinet avec des gens qui ne savent pas dire « j'ai mal ». D'où j'ai mal, d'où ça vient. Mais parfois, en amenant juste un papier et un crayon, la discussion commence à s'enclencher. Le graphisme et le fait de poser son crayon, de poser sa couleur ou de poser son jeu, le J-E-U, autour de son jeu JE, ça permet parfois de dire des choses et de pouvoir aller bien au-delà de ce que les mots pourraient révéler parce qu'on n'a pas les mots. Finalement, des fois, on peut s'appuyer sur un dessin, sur l'expression. Pourquoi une forme arrondie? Pourquoi une forme trop carrée? Pourquoi cette couleur? Pourquoi le côté sombre? Pourquoi avoir fait telle et telle chose? Et on parle, et en fin de compte, de cette discussion, petit à petit, il y a des mots et certainement des termes qui sont employés. Pourquoi employer ce terme-là pour... Et voilà, et c'est ce qui amène lentement à parler de soi. Et la différence, c'est qu'effectivement, le thérapeute, face à l'art-thérapie, va pas être obligatoirement dans le fait de poser des mots par rapport au dessin. Il va plus être là pour poser une énergie, une dynamique. Les mots seront posés par la personne de façon consciente ou inconsciente. C'est pas obligatoirement là qu'est l'objectif final, quoi. C'est de toute façon le fait d'être là-dedans est déjà une thérapie. Ce genre de psychothérapie, je vais dire, forme en plus, c'est une application de la psychothérapie. On va retrouver ça en cabinet, mais on va retrouver ça, je crois, je suppose, en hôpital aussi, quand il y a de l'art-thérapie qui est... On peut trouver ça en hôpital, on peut trouver ça en cabinet, on peut trouver ça dans des ateliers. L'air de rien, hein. Je pense que dans vos ateliers, il y a ceux qui vont venir pour trouver une technique particulière, mais derrière la technique, il se passe toujours autre chose. On ne vient pas à la peinture ou à l'art sans qu'il y ait derrière un désir particulier ou inconscient de construire quelque chose, de construire son propre discours intérieur. Très sensibles et il y a toujours beaucoup d'émotions quand les gens peignent, en fait, c'est vrai. C'est la peinture, c'est la danse, c'est le chant, ça va être tout ce qui va être du domaine artistique et tout ce qui va permettre à la personne de passer par un autre biais que l'expression du mot autour de sa difficulté, quoi. Voilà. Et tu as parlé de couleurs aussi, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui même, on arrive à retrouver chez toutes sortes de libraires et on arrive à retrouver même des petits livres avec du coloriage de mandala, etc. Et pour adultes, c'est effectivement aujourd'hui, ça devient une possibilité pour un adulte de faire du coloriage sans avoir l'air d'être trop enfantin ou trop naïf, mais ça permet de travailler sur la concentration et sur le fait de prendre du recul, quoi. C'est un état gestion du stress. Hein, le bricolage, ça marche aussi. Le jardinage, ça marche aussi. Le bricolage et le jardinage, c'est peut-être pas tout le temps artistique. Le bricolage, voilà, mais effectivement, tout ce qui va permettre à un moment donné de sortir de ce qui est la problématique dans laquelle on tourne dans la tête, mais sur laquelle on ne sait pas poser un mot, ou on ne sait pas poser la compréhension très intellectuelle pratiquement de ces émotions-là, et on les vit autrement et on prend ce biais-là. Tu passes par ce biais-là, toi, en cabinet, ou pas du tout? Alors avec les enfants, oui. Avec les enfants, il faut parfois passer par un dessin pour poser des mots, quoi, et les aider à poser des mots et à comprendre un petit peu le sens de ce qui se joue souvent dans ce qui est de l'ordre de la thérapie familiale, où
l'enfant est celui qui révèle parfois d'autres choses que juste sa propre problématique et le dessin est un outil, oui. Mais on l'utilise aussi surtout dans les entreprises. Aujourd'hui, on parle d'intelligence collective et le graphisme et le dessin pour faire comprendre ce qui est l'ordre de l'intelligence émotionnelle de tous est devenu aussi un outil de compréhension qui permet aux gens de passer d'une compréhension émotionnelle ou affective des choses à une compréhension verbalisable. Donc pour ça, il faut faire des PowerPoint ou pas du tout? Alors, on en reprendra une autre fois sur le PowerPoint et la formation dans les entreprises. On le reprendra avec plaisir. C'est une forme d'art. Oui. Un grand merci. Tu le disais justement, il y a un vrai lien là, notamment avec Elisabeth. Elisabeth, alors je vais regarder à nouveau ton nom parce que je ne vais pas le dire dans le désordre. Tolefray, oui. Justement cette maison, la Villa Thalassa qui est ici, quasiment adossée sur la colline de Saint-Clair. Et on disait, c'est-à-dire qu'une fois l'an, il y a des stages peinture qui sont faits avec des élèves qui sont des gens qui viennent juste en stage, des amateurs, des gens qui ne connaissent pas forcément. Plus ou moins, parce qu'en fait, j'ai commencé ça en collaboration avec une amie peintre néerlandaise qui a, c'est vrai, un réseau assez important et donc principalement, je ne dirais pas totalement, mais nos participantes à nos ateliers sont d'origine étrangère, donc ça peut être suisse, néerlandaise, belge. Et voilà, donc encore un lien avec l'étranger, avec d'autres cultures, à travers ma peinture. Mais la peinture, elle arrive quand dans votre histoire à vous ? En fait, la peinture, elle est arrivée il y a quand même longtemps parce que j'ai d'abord commencé, j'ai pas fait toute jeune d'école d'art, mais plus tard, au cours de mon parcours, j'ai suivi des cours dans une école d'art à temps partiel en Belgique. Et pendant 6 ans, à la suite de quoi j'ai été diplômée en option peinture. Et j'ai eu un atelier aussi en Belgique autrefois où je résidais. Et ce lien avec la peinture, j'ai toujours voulu le garder, même dans ma nouvelle activité ici au Lavandou. Et surtout, j'ai voulu la partager. Parce que l'art, ça se partage aussi. D'où l'envie d'organiser ces ateliers peinture avec mon amie néerlandaise aussi, garder ce lien. Voilà, avec le... C'est cette idée de partager, puisque la maison d'hôte, c'est aussi l'idée de partage, c'est partager en plus le décor. Mais ce décor, c'est aussi partager avec eux peut-être des bouts d'histoire du lieu, parce que d'autres peintres aussi ont été présents ici. Oui, parce qu'en fait, l'histoire est incroyable, parce que notre maison est située en fait dans la baie de Saint-Clair, qui a vécu la naissance du néo-impressionnisme, parce que des peintres très connus ont habité là, Theo von Rieselberg et Henri Edmond Cross. Il y avait une maison. D'ailleurs, la commune a toujours la maison de Théo et y a créé un centre d'art. C'est vraiment très, très beau. Et c'est la Villa Théo et on en parlera ce dimanche avec Raphaël Dupuy. Voilà, très bien. Et donc, c'est vrai qu'ils ont vraiment immortalisé les paysages du Var et notamment du Lavandou et de ses environs. De façon magnifique, quoi, dans un style aussi nouveau. Et qui plaît toujours. Ce qui est surprenant, c'est que les gens venant ici, ils ont le décor en vrai. Vous avez la possibilité de leur montrer ces peintures qui ont été peintes par des néo-impressionnistes. Et derrière, c'est se dire, voilà, avec vous maintenant, on va travailler. Mais comme ils sont là pendant une petite période, il y a vraiment des étapes où on va aller sur le dessin, on va aller sur le trait, on va aller sur la perspective et ainsi de suite. Exactement. J'essaye aussi de faire partager en fait des connaissances. Des connaissances de cette période, de leur montrer comment les peintres de l'époque réussissaient à capturer la lumière, à capturer des instants. Donc c'est pour ça qu'on peint sur le motif en extérieur. L'œil capte les lumières et les détails d'une façon complètement différente. Rien à voir avec une photographie en plus. Non, ça n'a rien à voir. Là, on a vraiment des impressions et des couleurs
que vous n'obtiendrez jamais d'après une photo. Jamais. C'est une connexion avec l'environnement, quoi. Exactement, exactement. C'est pour ça que vous voyez apparaître des roses, des violets, des verts pour des ombres que vous ne verrez pas sur une simple photographie. Vous peignez, vous leur apprenez quoi? Vous les accompagnez sur l'acrylique et la peinture à huile aussi? Voilà, principalement, parce que c'est un peu les techniques phares. Hein. Et puis des techniques que les gens ont envie de découvrir. Pour les tout débutants, on leur apprend un peu les règles de base. La pâte à modeler. Ouais, non, les règles de base. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Les tout débutants peuvent participer. On leur explique comment dessiner de façon simple. Et les gens se surprennent parfois. Ils se surprennent toujours, de toute façon. À faire des œuvres qui leur sont propres et puis toujours uniques. Là aussi, ce qui est plus, vous le faites qu'une fois par an, je crois, ce stage. Pour l'instant, oui, parce que je suis quand même bien occupée avec le démarrage de mon activité de chambre d'hôte. Donc, qui me prend beaucoup de temps. Mais la demande est venue pour l'instant beaucoup de l'étranger, beaucoup d'ailleurs, alors qu'en local, vous le feriez tout à fait. Je aussi. le ferai. Si j'ai de la demande, je suis bien sûr disposée à... Alors, les gens qui viennent, c'est vrai que comme ils ont besoin de dormir quelque part, c'est vrai qu'ils séjournent chez vous. Mais bon, ça après, fait un peu double... Mais en fin de compte, vous ne leur faites pas un tarif stage, un tarif chambre, vous faites un tarif global et vous faites quelque chose qui se lisse et qui est beaucoup plus doux pour les gens aussi, parce que l'envie est vraiment de partager et de leur communiquer un vrai quelque chose. Donc en local, il y aurait peut-être que le stage éventuellement. Oui, mais après, je peux m'adapter, organiser des stages plus adaptés pour les locaux sur la même base identique. Vous voyez, par exemple, il y a quelque chose qui plaît énormément. On se lève au lever du soleil et on va peindre sur la plage. Et alors ça, c'est magnifique. Voilà. Avec un café ou pas? Oui, après on fait sans café, tu vas pas. Je ne vais pas sans café, moi. Les croissants et le café après pour clore. Mais bon, après, parce que la lumière, le lever du soleil, c'est très très furtif. Il faut aller très vite. Ah ben, je peux me lever plus tôt, mais moi c'est le café. Le café, c'est pas très grave. Là, ce que je trouve vraiment chouette, c'est cette idée de partager un paysage, partager la ville du Lavandou aussi, partager un secteur, partager un bout d'histoire avec ses peintres aussi, et partager votre quotidien aussi, votre maison et votre forme, votre intimité aussi avec les gens. Ça nécessite d'être présent quasiment 24/24. Oui, ça demande un gros investissement personnel. Merci pour le café, mais sans sucre, les garçons. Il n'y a pas besoin de cuillère, c'est parfait. Mais bon, j'ai la chance d'habiter vraiment dans un lieu exceptionnel et puis avec le soleil pratiquement tout le temps, donc la bonne humeur est toujours là. Et puis la saison est longue et courte à la fois, comment dire. Maintenant arrive le temps du repos avec l'hiver, mais oui. Vous hibernez. Je vais hiberner là, à partir de... Je vous quitte les belles couleurs parce que l'automne va amener des belles couleurs aussi. Aussi. Mais vous continuez à peindre, c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous, c'est quand même votre, je veux dire, c'est votre personnalité, vous êtes aussi peintre. Vous peignez. Là, les petits tableaux qu'on a aperçus tout à l'heure en coulisses, ce sont j'allais dire des sketchs. Comment on dit? Moi, j'appelle ça des sketchs, mais ce sont des études. Sketch, c'est le mot anglais. C'est des extraits, c'est des esquisses, des essais. Voilà, des essais. Qui sont faits en l'espace de... Ça peut être entre 10 minutes ou 2 heures. Et c'est ce qui va permettre de donner l'impression de ce que l'on voit pour retravailler dessus. Mais c'est presque un tableau en soi. Et c'est ce qui est beau justement dans ce travail, c'est que c'est la spontanéité qui en ressort qui est intéressante. Cette spontanéité qu'on perd quand on n'est pas sur le motif, qu'on est dans un atelier enfermé avec une photo ou avec une esquisse que vous avez faite à l'ancienne, et vous perdez cette spontanéité et cette beauté de l'instant. Voilà, et comme quoi ça renoue totalement avec l'art-thérapie. Complètement, c'est la spontanéité, l'art-thérapie aussi, l'objectif est celui-là. C'est effectivement d'aller chercher ce qui est caché derrière, mais de façon très spontanée et simple. Alors, si les gens ont envie d'avoir un peu plus d'infos ou avoir un peu plus de justement savoir un peu plus, c'est villatalassa-lavandou.fr. Sinon, après, vous nous avez cité notamment un label qui est le label justement les maisons d'hôtes de Provence, et on peut retrouver toutes les maisons d'hôtes de Provence du département sur mhvprovence.com. Voilà, tout à fait.
Oui, vous êtes que Et 26. j'ai également un site d'artiste personnel, elisabethtoulet.com. Celui-là, vous ne m'avez pas donné. Ah ben j'ai oublié. En mince. Ah. Où on retrouve mes œuvres diverses et Et variées. Christine, tu as une adresse web aussi, toi? Alors c'est christinepsycho83@gmail.com. Voilà, il faudra la noter pour Sébastien. Et le monsieur Wolfly, il est mort à 1930. Ah, T'as vu? J'ai rien à- retrouvé. Ah ouais, tu as Rien retrouvé à voir avec 1960. Ah là là. Bon, en tout cas, j'ai la certitude qu'on est bien le 2 novembre. Demain, on est le 3 et on se retrouve ici, au domaine de l'Anglade, au Laventou. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci.